bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui a tenté pendant longtemps de te donner le cœur de devenir entrepreneur. Écoute, je ne pensais pas faire ce podcast un jour. C'est fou que je doive tourner ça. C'est compliqué, je te cache pas, c'est compliqué. J'ai pas mal de choses à te révéler pendant cet épisode. Bon, je pense que tu as compris autour de ma voix que ça allait être potentiellement compliqué, mais je dois te le dire. Il y a des choses qui sont passées, qui sont importantes. Il y a des choses que j'ai pu dire, que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, t'as pas vu passer les dramas, mais tu vas avoir le mot de la fin sur ça. Concernant Salarié Provisoire, voilà, je t'ai toujours dit que c'était super, je t'ai donné plein de conseils business. Il faut savoir que ça a jamais été moi. J'ai toujours fait mes podcasts avec ChatGPT. Et je connais rien du tout. Voilà. Donc tout ce que tu as pu voir, c'est pas vrai, c'était pas mes connaissances. Voilà. Je t'ai dit que j'avais fait un bootcamp il y a pas longtemps, avec des gens. J'ai filmé des vidéos dedans, et c'était que mes amis. Personne n'est venu, en vrai. C'était que des amis d'enfance et des amis d'amis, et c'était gratuit. Voilà pourquoi ils sont venus. Moi, je t'ai toujours dit que j'avais monté plein de trucs. En fait, j'ai fait que ce podcast, et personne écoute. C'est ça la vérité, c'est j'ai 1 ou 2 écoutes par mois sur le podcast. Voilà. Et la casquette que tu vois, ça, je crois que c'est le pire de te voir te le dire ça. La casquette que tu vois, en fait, elle est pas orange, en fait. C'est ça le truc de ouf. Et elle cache un douloureux secret. Et je sais que tu crois que je t'ai aussi menti sur ça. C'est que j'ai pas les cheveux longs, en fait. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai pas du tout les cheveux longs. Voilà, je te parle de queue de cheval quasiment à tous les épisodes. Et non. En fait, c'est pas vrai. Voilà. Et je voulais terminer avec l'entrepreneuriat. Moi, j'ai jamais fait un euro dans tout ça. Et je sais pas comment procéder à ça. Ça, c'est la première version du podcast. Écoute, tu peux prendre celle-ci. Là, ça fait 2 minutes que je suis en train de parler comme ça. C'est très compliqué. J'ai l'impression de passer une audition. Je viens de faire ma bande démo en direct. Est-ce que j'ai réussi à serrer ton petit cœur quand tu as écouté ces mots? Est-ce que je t'ai mis mal un peu? Est-ce que tu t'es dit « Oh, truc de ouf, il arrête vraiment, c'est fini, qu'est-ce qui se passe, la vérité ?» Est-ce que tu t'es dit « Ah, je savais que finalement, ça pouvait pas être vrai tout ça. Je savais que ça allait avoir ses limites. » Est-ce que tu t'es dit ça? Dis-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir de lire tout ça. Écoute, je vais commencer par la fin concernant ces fameux cheveux longs. Je pense que tu l'as deviné au vu de cette coupe qui arrive à tenir en intégralité sous la casquette. Bien évidemment que je n'ai pas les cheveux longs, mais tout le monde était au courant. Il y a plein de photos de moi sans casquette, ça tu l'auras deviné. Waouh. Podcast de plus en plus écouté. Franchement, un jour, si j'arrive à être dans le top 10 des podcasts de France, je trouverais ça incroyable. Et je dirais même que ça pourrait être une sorte d'objectif, essayer d'atteindre ce top 10 des podcasts français. Ça va être difficile, parce qu'il y a quand même des mastodontes. T'as Lena Situation, qui a une énorme audience, qui rapatrie la moitié de la planète Terre sur son podcast. T'as à côté Yomi et Oussama, qui sont aussi des fortes têtes. Ça va être chaud, ça va être chaud, mais ça peut être un objectif. Je sais pas pour quand, mais continuons à voguer tout doucement dans cette direction-là. Parce que mine de rien, les podcasts en France, surtout sur le business, l'entrepreneuriat, etc., les mecs se chauffent à en faire 2-3 et ils disparaissent. Et plus les années passent, plus ils disparaissent. Et moins il y a de monde sur le sujet. Il y en a plein des comme ça. Nouvelle école, nouveau machin, nanana, podcast. Tu regardes, il y a des dates de ouf. 2022, 2021. Ils ont fait des podcasts à une époque, il n'y avait même pas de ChatGPT. C'est hyper violent. Bon. Bien sûr, tout ce que j'ai pu te dire en début de podcast, c'était une vaste blague. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis chauffé. Je me suis dit, tiens, je vais commencer avec une intro où je dis n'importe quoi. Ça me fait plaisir. Et t'annoncer, en fait, des news qui vont être plutôt sympathiques et qui me font super plaisir. Comme d'habitude,
C'est le kiff. Le kiff en premier, le plaisir en premier. Choses qui m'ont changé et j'ai hâte. Et pourquoi j'ai appelé ce podcast « J'arrête ». Et la fin de la phrase, c'est « J'arrête de tourner dans cet endroit ». Mais si j'arrête de tourner dans cet endroit, la question que tu peux te poser, c'est « Mais où vas-tu tourner ?» Je vais tourner dans mon propre studio de podcast. Tout simplement, après tant d'années. Fini de tourner dans une pièce, certes, qui correspond à un environnement sympathique. Mais là, tourner dans la pièce salariée provisoire, ça, c'est une dinguerie. J'irais même plus, tourner dans les bureaux / pièces salariées provisoires, donc dans les bureaux de Scalable et en même temps dans le studio salarié provisoire. Ça tue. Et qu'est-ce que tu peux faire quand tu as un studio d'enregistrement qui est grave cool? Je te laisse deviner. Tu peux inviter des gens. Donc, je vais pouvoir officiellement sortir des podcasts avec des personnalités, des gens que je connais qui ont des choses à raconter. Qui, pour l'instant c'est l'idée, si possible, furent des salariés provisoires. J'en connais, qui ont été salariés 2 mois, 3 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. J'ai un peu de tout. Que des destinées différentes, avec des vies différentes. Il y a des personnalités que j'ai rencontrées il y a très longtemps qui sont devenues maintenant carrément des stars en France. Je vais essayer de les avoir. C'est un petit peu compliqué parce qu'on ne parle pas souvent et que pour devenir une star, mine de rien, quand tu apportes de la vraie valeur, je t'ai déjà toujours expliqué, ça demande beaucoup de travail. Donc forcément, tu es obligé de rogner un petit peu sur les contacts. Donc ça va être chaud, mais je vais essayer. Tu me connais, moi j'ai pas vraiment de limite. À partir du moment où on te dit non, je pars du fait que tu n'as pas demandé à la bonne personne et qu'il faut persévérer. Je pense que rien n'est impossible. Il n'y a pas longtemps, comme j'ai pu te le dire dans un épisode, j'ai mangé avec quelqu'un, au hasard, tu vois, c'était lors d'un dîner. Et dans ce dîner-là, en fait, je me suis pas rendu compte, mais le gars qui était en diagonale droite de moi, il était en call avec Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, si t'as pas l'info, 3 heures avant. Et comme d'habitude, c'est sa routine. Tu vois, toi, tu vas sur Google Meet, tu fais une réunion avec les autres, quoi, avec les RH, avec tes collègues ou autres. Lui, il est avec Marc, en 1v1, en one-to-one. Ça discute, oui, on change quoi? Oui, là, bon, le logo, incroyable, incroyable. Tu vois, t'es jamais, finalement, qu'à une personne de la personne que tu vises, d'une manière ou d'une autre, surtout quand tu actives la corde sociale. Ce qui est un de mes trucs préférés dans la vie. Rencontrer des gens, discuter avec des gens, partager des choses. Donc, je vais faire défiler du monde, du chef d'entreprise, de l'artiste, parce que mine de rien, il faut être entrepreneur pour être artiste. Tu investis sur toi-même, tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu fais l'effort. Ça reprend pas exactement les mêmes carquois que l'entrepreneuriat, hein, à 100%, parce qu'il n'y a pas de méthode, de technique spécifique, parce que c'est quand même assez subjectif. L'art, la musique, etc. Je vais inviter personne qui peint des tableaux, hein. Soyons clairs, on va inviter des gens qui produisent du contenu autre que de la peinture. Désolé à tous les gens qui écoutent le podcast et qui font des tableaux, je trouve ça vraiment éclaté de ouf, hein, la peinture, hein. Désolé, hein. Pareil, j'en place une pour ceux qui font du taekwondo, pareil, hein. Éclaté comme sport, hein. Des bisous. Pareil pour les mecs du karaté, bien claqué comme sport, hein. S'il vous plaît, cassez-vous des JO, on n'aime pas ça, on s'ennuie, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. C'était une parenthèse, mais par pitié. Par pitié. Là, on a réussi à avoir le karaté, on l'a remplacé par le b-boying. Bon, c'était pas glorieux de ouf, mais ça m'a fait plaisir. Si on peut s'occuper du taekwondo avec, on en voit. Et ce qui serait très drôle, c'est que j'ai en invité un jour un médaillé olympique en taekwondo, ce qui serait fabuleux, et qui m'explique en fait pourquoi ce sport est incroyable. Parce que j'imagine que quand tu dévoues ta vie à autant de training dans un sport aussi claqué, c'est que tu estimes que c'est mortel. Mais bon, bref, passons. Ah oui, pardon, parce que ça parfois aussi je reçois des commentaires en ce sens. Ne soyez pas heurtés. Il y a des gens qui ont été heurtés, je leur ai dit ça en privé, ouais, le taekwondo c'est pourri, et ils sont venus à me dire oui mais toi tu fais tel sport, peut-être que le tien aussi il est claqué. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu dis ce que tu veux, mais le taekwondo c'est claqué de ouf. Je peux décider que c'est claqué, je peux choisir quand même encore ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Ça je trouve ça pété. Bref, donc studio, invitation de gens connus, pas connus, mais quoi qu'il en soit, de profils qui méritent à être connus et qui ont des choses à raconter, des destinées inspirantes. C'est ça que je veux. On peut avoir un mec
qui fait 0 € mais qui a une vie de ouf, ou je peux t'amener un mec qui fait beaucoup d'euros et qui a une vie de ouf aussi, ou une vie un petit peu moins bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les destinées, c'est les signaux, c'est ce qu'ils peuvent apporter à l'émission, et je suis fier d'avoir assez bossé pour en arriver là. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment top. J'ai eu une question il n'y a pas longtemps qui concernait en fait Alors je pense que c'est quelqu'un qui voulait lancer un podcast. Donc une question qui concernait la rémunération par rapport à un salarié provisoire et qui me disait mais est-ce que ça rapporte de l'argent techniquement salarié provisoire? Alors je vais répondre à ça. Est-ce que salarié provisoire ça rapporte de l'argent? La réponse est oui. Ok. Est-ce que salarié provisoire a été lancé à l'époque en se disant tiens j'espère que ça va me payer? Non. Comme j'ai pu te l'expliquer, ça a toujours été une cour de récréation. Quand je t'explique ça, le but n'est pas de me dédouaner et de te dire que j'aime pas l'argent, comme les youtubeurs aiment bien le faire bien souvent en disant non mais nous, on n'a pas fait... Peu importe, je te donne l'info. Finalement, je fais un petit peu comme eux. Je te donne l'info. Moi, ma vision, c'est du fun, c'est de la récréation, c'est du plaisir. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye, tant mieux. Et je vais creuser un petit peu sur la méthode de rémunération, parce que peut-être que tu l'as pas vu venir, et je pense que tu la vois pas du tout venir d'ailleurs, parce qu'elle est spécifique. Est-ce que ce sont mes vues YouTube qui vont me faire gagner de l'argent? Comme tu peux voir, c'est un podcast. Donc les gens le consomment en majorité sur les plateformes de podcast. Si tu vas sur YouTube, il n'y a pas des centaines de milliards de vues. Et je pense qu'il y en aura... Il y a peu de chances qu'il y en ait énormément, tu vois. Sauf si je me mets à faire plein d'émissions et que les gens consomment en masse mon contenu. Je pense que ça pourrait faire péter 1 ou 2 épisodes. Mais il y a quand même peu de chances que j'ai 250 000 vues par épisode, tu vois. Ça m'étonnerait. Ça reste un podcast. Ça reste un podcast, je ne suis pas spécialement super mainstream, donc voilà. Donc, est-ce que c'est les vues YouTube qui vont me rémunérer? Est-ce que c'est la monétisation YouTube qui va me rémunérer? Non. Ok. On a un autre angle, ce sont les placements de produits. Est-ce que peut-être les placements de produits peuvent m'amener une certaine forme de rémunération? Non, pas spécialement. Je n'ai pas une audience, si tu veux, qui va intéresser spécialement des marques. Si tu veux, mon modèle de rémunération ne s'appuie pas sur le placement de produits, tu vois. Il faut quand même avoir un certain nombre de vues. Nous, d'ailleurs, en tant que clients, on a certains youtubeurs, tu vois, qui ont pas mal de vues. Donc, on peut les placer, enfin, on peut leur placer des marques. Ça fonctionne, ok? Moi, c'est pas mon créneau, si tu veux. Business, entrepreneuriat et mainstream, c'est pas très, très compatible. Tu vois, tu as des sujets qui sont ultra compatibles avec ça, qui sont plus aller sur le développement personnel, auquel cas tu peux ratisser large parce que tu vas parler à tout le monde. Mais s'il y a bien quelque chose que je te répète souvent, c'est que si tu parles à tout le monde, finalement tu parles à personne. Donc au moment de monétiser réellement une audience, ça peut devenir plus complexe ou pas. Il y a plein de façons de faire. Ok? Il y a plein de façons de faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi, c'est pas mon modèle. Salut à toi et merci d'être là. On marque une petite pause juste pour que je te donne la genèse en fait de Salarié Provisoire. Salarié Provisoire, comme tu peux le voir, c'est un podcast qui est authentique. Je te parle de faits réels, je te parle de ma vie, je te donne des détails techniques, que ce soit sur du perso ou sur du professionnel, pour que tu puisses t'identifier et appliquer les conseils que je donne potentiellement dans les situations que tu mènes dans la vie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner tout simplement ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te laisse retourner à l'épisode et merci encore à toi. Donc, au-delà du placement de produits, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la vente d'événements physiques, la vente de formation, il nous reste le coaching, il nous reste plein de choses. Et moi, c'est à ce niveau-là que je vais me positionner. Dans le cadre de salarié provisoire, il y a des gens qui vont avoir recours à mes services et à ceux de mon équipe pour le coup en même temps, pour leur entreprise. Ok? Et une prestation d'entreprise, t'imagines bien que ce n'est pas le prix par exemple d'une formation que tu vas vendre à une personne. Ce qui est très bien d'ailleurs, de vendre une formation, et ça arrive petit à petit chez nous au travers des bootcamps. Tu as toujours des bootcamps qui sont disponibles à la vente, même quand ils sont passés. On a également des événements physiques qui sont également payants. Et si tu connais pas, ça te permet en fait de venir une journée avec moi en physique, en présentiel, avec en général, pour l'instant, et à mon avis ça va évoluer, 15-20 personnes, mais on a à cœur de le faire avec 50, 100, 200, 300. Auquel cas la place est payante, c'est un modèle de rémunération. Okay, nous, ce qui nous rapporte le plus d'argent aujourd'hui, pour être clair, c'est les gens qui vont consommer le podcast, qui vont être en adéquation, qui vont être alignés avec ce que je vais indiquer, ma manière de faire, ma manière de voir les choses pour mon business, et qui vont réussir à connecter ça psychologiquement avec leur business. Tu vois, c'est ça que j'essaye de proposer aujourd'hui comme... C'est une vision, si tu veux. Je propose une vision
Je partage en même temps ma vie, ce que j'aime, mes valeurs. Et si tu te retrouves dans ces valeurs-là, quasi automatiquement, si tu as une problématique, tu vas être amené à m'en parler. Si tu m'en parles, c'est que tu estimes que je suis la bonne personne pour corriger ce problème-là, ou en tout cas pour t'aider. Et là, je peux être, si tu le veux encore une fois, être amené à te faire une proposition. Tout simplement. Il y a du coaching, il y a de la prestation pour entreprise, ce genre de choses-là. Donc, je peux dire que salarié provisoire génère des dizaines de milliers d'euros par an. Et c'est super, parce que c'est quelque chose qu'à la base, moi, j'ai pas vu venir. Ça fait toujours plaisir, tu vois. C'est vraiment sympathique de se dire, tiens, ce podcast que tu prends toujours plaisir à faire depuis 4 ans, que tu sois tout seul dans ta pièce, sur un coin de bureau, parce que c'est comme ça que ça a démarré, sans table, sans rien, ou dans ton propre studio de podcast, comme tu as gardé la même énergie, comme tu as gardé la même intention authentique d'apporter de la valeur, tu connectes avec des gens qui t'ont compris et qui ont envie d'avoir recours à tes services pour les faire avancer. Et j'aime ça, parce que si tu veux, ça t'amène une nouvelle version de la vente qui est quasiment inconnue. Aujourd'hui, la vente, pour beaucoup, c'est un mécanisme un peu bizarre. Tu vois, quand tu parles de vente aux gens de manière globale, ils ont l'impression que tu voles un peu. Tu vois, vendre, en tout cas en France, ça a une image un peu sale. Tu vois, le vendeur, si je te dis vendeur, tu trouves ça stylé ou plutôt un mec pas honnête? Tu vois? Alors que pourtant, vendre, c'est le cœur de tout. Si aujourd'hui, tu as un travail, c'est parce que ton entreprise, elle vend des trucs. Si aujourd'hui, tu peux faire tes courses, c'est parce qu'il y a une entreprise qui vend des trucs. Si aujourd'hui, tu peux recevoir rapidement des colis chez toi, c'est parce qu'il y a une entreprise qui vend des trucs. Donc la vente, c'est le cœur de l'économie. Et en tout cas, chez nous, en France, c'est pris comme quelque chose de malsain. On voit le vendeur de voitures qui essaie de te refourguer à peu près n'importe quoi. C'est venu également avec les légendes urbaines de oui, lui, il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Tu vois, ce genre de bullshit. Je t'ai déjà démontré à de multiples reprises que c'était pas possible. S'il n'y a pas de besoin, tu ne vas pas acheter. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un dans la rue au pif, même si t'es le meilleur vendeur du monde, et lui vendre 20 enveloppes. Si le gars n'a pas de courrier à envoyer et n'a pas de besoin, tu ne lui vendras pas 20 enveloppes. C'est comme ça. Il n'y a pas de vendeur exceptionnel. Okay, un vendeur, c'est quelqu'un qui est un finisseur, si tu veux. Il est proche des buts, pour faire une analogie avec le football, et il faut tirer cadré. Donc il a l'opportunité, il a le cadre devant lui, il a également le goal devant lui. Je ne sais pas si c'est une super image de mettre quelqu'un en opposition. On va enlever le goal. On va partir du fait qu'il n'y a pas le goal. Il a juste à pousser la balle au fond des cages. Mais ce tireur n'est pas un dribbleur, c'est pas le gardien de l'autre côté, tu vois. Parce que quand tu entends les gens parler de vente, tu as l'impression que le gars, c'est un autre gardien. Tu vois. Il a la balle tout au bout, il la pose à ses pieds, il court, il passe, il dribble tout le monde sur le terrain et le goal adverse et il marque. Mais c'est pas ça la vente. C'est pas ça le foot, même si j'aime pas, et c'est pas ça la vente. C'est absolument pas ça. Donc, ça permet de créer et d'amener une dynamique de vente que je trouve ultra authentique, numéro 1, et que je trouve beaucoup plus agréable à parcourir. J'en ai fait des ventes dans ma vie, j'ai beaucoup vendu de choses. Et je suis passé par cet état de vente de trouver des solutions mécaniques pour faire dire oui à la personne. Tu vois, où tu vas réfléchir, oui, attends, là, il faut que j'appuie sur l'émotion parce que le timing, où je vais essayer de manipuler un peu. Pareil, le mot manipuler, connotation extrêmement négative, alors que finalement, quelqu'un qui arrive à toi avec une problématique et qui ne comprend pas comment la résoudre, là je te donne des anciens exemples, le fait de lui faire changer d'idée pour qu'il comprenne qu'en fait, pour régler son problème, il doit utiliser l'outil A, quelque part tu l'as amené sur ça pour qu'il le comprenne, mais il n'avait pas l'info avant. Donc tu as manipulé sa vision pour aller vers la direction A. Mais là, c'est pas négatif. Autre manière de manipuler, et c'est à celle-là qu'on pense en général, manipuler une vieille personne en lui faisant croire que pour récupérer sa carte bleue et aller tirer de l'argent au distributeur, tu vois, c'est une autre forme de manipulation, mais qui est négative. Donc tu vois, la manipulation, c'est ni positif ni négatif à la base, c'est juste un outil, et comme d'habitude, tu peux l'utiliser correctement ou faire n'importe quoi avec. Moi, demain, j'échange avec un dirigeant, il arrive avec une problématique spécifique, que ce soit un dirigeant
qui a envie de se lancer dans le business, enfin, allez, qui fait 1000 euros par mois, qui a envie de faire x10, ou un mec qui fait 300 000 par an et qui a envie d'exploser, si le gars arrive avec sa problématique et que je vois qu'il est à côté de la plaque, qui me dit écoute, j'ai besoin de toi, mais moi je sais que ce qui bloque dans mon entreprise, c'est le fait que les bureaux sur lesquels travaillent mes employés, le fait que les bureaux soient bleus, et il faut qu'ils soient noirs, c'est ma mission de lui expliquer que la couleur des bureaux n'est pas capitale. Donc je suis obligé de lui amener une nouvelle vision. Quand je dis manipuler, c'est de le prendre, de le déplacer pour modifier son angle de vue et lui dire tiens, comme ça tu comprends ? Ah oui, là je comprends. D'accord. Ok. Travaillons ensemble, faisons ça. Donc attention à ce mot manipuler. Donc je te disais, ça amène une nouvelle version, une nouvelle façon de vendre qui te permet de moins avoir à parler, à expliquer pendant 105 ans les choses et qui te permet de moins avoir à convaincre. Tu vois ? Pour ceux qui ont déjà tenté de vendre leur service dans la vie, quand le travail n'est pas bien fait, entre guillemets, tu es obligé de parler pendant 107 ans. Et t'expliques oui, mais... Et la personne te dit non, mais moi je pense que ça et ça manque. Et tu dis non, ça manque pas, parce qu'il y a ça, ça et ça. Oui, mais moi je pense, s'il se passe ça, toi tu pourras assumer ? Oui, je pourrais assumer. Tu passes ton temps à te justifier. Donc tu batailles. Moi, j'ai déjà vendu pendant 40 minutes, 1 heure. C'est long. Dès que tu as un appel de vente, tu te dis oh là là, il va falloir se battre pendant 1 heure encore. Waouh, c'est-à-dire que tu as rêvé toute ta vie de pouvoir vendre tes prestations. Et là, quand tu as des appels de vente, enfin, tu t'en es tapé 10-15 dans la vie, tu te dis mais j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. J'ai pas envie de me battre pour vendre ce que je sais faire et convaincre le gars. Et en fait, la conclusion qu'il faut tirer de ça, c'est pas la vente c'est chiant, il faut apprendre à se battre. C'est il y a potentiellement un trou dans ta façon de faire. Tout simplement, il y a quelque chose à améliorer parce que c'est pas une vie. Passer son temps à faire des closings comme on dit et à se bagarrer, c'est pas agréable. Faut que ça soit cool de vendre, faut que ça soit cool de parler de ce que t'aimes. Faut pas que ça soit une galère, sinon c'est désagréable pour tout le monde. Le gars en face, il a pas envie non plus de se battre pendant 1 heure. Et surtout que ça fait des ventes incertaines. C'est-à-dire que tu vas au bout, le mec finit par payer, t'es content. Puis comme il a signé un peu à chaud sur le fait d'avoir été convaincu comme ça pendant l'appel, il peut revenir en arrière. Donc c'est chiant, désagréable au possible, c'est long, et en plus c'est incertain. Oh là là, la flemme, hein. Flemme de vivre comme ça, hein. Même pour gagner 10 000 euros par mois. Hein. Je sais que c'est un chiffre qui fait plaisir. Je vais dire 10 000 euros de chiffre d'affaires. La flemme, hein. Même 1000, hein. Trop, franchement désagréable. Marrant au début, parce que tu passes de 0 de chiffre d'affaires à 10 000, voilà. Mais vite désagréable. Très rapidement, tu n'as plus envie. Et j'en ai rencontré beaucoup des dirigeants comme ça, hein, qui vendaient leurs prestations de service et qui ont été saoulés de devoir se battre comme ça avec les prospects. Oh, c'est désagréable. Hein. Franchement, c'est super désagréable. Donc j'aime beaucoup ce que ça amène, tu vois, cette manière de faire qui est naturelle, tu vois, très seamless, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas d'interruption, de bagarre, non, tac, salut, problématique, c'est ça, ça, ça et ça. Je pense que tu peux m'aider parce que je t'ai déjà entendu en parler. Ah oui, dis-moi en plus. Bah voilà, je t'en dis plus. Ok, moi pour cette problématique, je pense qu'il serait judicieux de faire ça, ça, ça et ça. Ah bah merci beaucoup, avec plaisir. Tu vois, tu donnes, c'est plaisant, moi je donne. Quand j'ai des échanges comme ça, je donne un max. Voilà, tu pourrais faire ça, ça, ça et ça. Tiens, fais, vis, kiffe. Ouais, mais tu peux m'aider à le faire. Bien sûr, tu veux pas essayer toi-même ? C'est bon ? Non, je veux que tu le fasses. D'accord. Ma prestation pour ce genre de service, c'est ça. Est-ce que ça te va ? Ah ouais, ça me va. Ok, on signe. Hop, tu raccroches ton call, t'es payé, et c'est super. Et là, je suis en train de te parler de signature avec des grosses boîtes. Je suis pas en train de te parler de signer une formation à 200, 300 euros ou vendre une place de bootcamp. Tu vois ? Je te parle d'une vraie belle presta que tu peux vendre comme ça. Et quand tu as vendu 2-3 trucs comme ça, 5 000, 10 000 ou plus, tu te dis, mais attends, en fait, vendre à 20 000, 50 000 ou autre, c'est comme si tu vendais à 1000 en fait, une fois que tu as une vraie méthode, un vrai système. Et je te jure que psychologiquement, quand tu passes ce step, ça fait bizarre. Moi, je me suis déjà vu bloqué comme ça, voir rentrer un virement, tu vois. Je me rappelle même du montant, 4 500 euros. Il rentre comme ça. Et je dis,
Un appel. Un appel. Vraiment, j'étais bloqué, genre, mais j'ai dit là, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je reprends les éléments. On a échangé, il a dit ça, j'ai dit ça. Il a aimé le feat, ça a bien collé. Je lui propose le début de solution, il veut pas le faire lui-même. Il me dit, toi? Je dis, ouais. Virement, et virement est là. Facture, on avance. Les gens comme ça, ils existent. Déclic, tu vois? Tu dis, ah, les gens ont de l'argent déjà. Les entreprises ont de l'argent déjà, ça tu le comprends. D'autres personnes ont de l'argent, c'est pas parce qu'ils le signalent pas qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens qui sont prêts à passer à l'action et à te payer rapidement. À partir du moment où ils ont confiance et que tu fournis un travail de qualité, c'est super. Et t'arrêtes de te dire, tiens, vendre 200 balles, 300 balles, quelque chose, c'est beaucoup, ça va être difficile, non. Je dirais même que tu te prends beaucoup moins la tête. Et ça t'enlève bien des soucis, ouais. Vraiment, ça t'enlève vraiment bien des soucis. Très simple. Très très simple, très très efficace. Il y a eu quand même des belles ventes. Hein. Franchement, quand tu commences à vendre à 5 chiffres, ça t'envoie un autre déclic. Le déclic que c'est possible. Et tu te dis, oh, c'est marrant ça. C'est aussi facile de faire un virement à 4 chiffres qu'à un 5 chiffres. Qu'à un 6 chiffres d'ailleurs. C'est possible aussi. Rien d'exceptionnel. Et là, tu comprends la facilité bancaire. Tu te dis, mais attends, c'est super simple. En fait, tout ça, c'est de l'humain. À partir du moment où t'envoies la bonne image, qu'elle a été comprise en face, que tu as la bonne méthodologie pour délivrer, que tu apportes la bonne solution à la bonne problématique, ou à des problématiques, il y a business en fait. Et si tout ça colle, le paiement, c'est une variable, c'est un détail. RIB, validé. Ou autre fournisseur de paiement, validé. C'est tout. Il n'y a même pas besoin de se battre. Et quand tu commences à vivre comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est cool, c'est bien. Ça t'amène d'autres choses. Après, il faut créer un peu de systémie pour en avoir plusieurs. Bon, ça amène d'autres questions. Néanmoins, c'est très agréable, très kiffant. Ça veut dire la même chose. Particulier, sensation particulière, c'est comme ça que je devrais le dire en fait, de pouvoir arriver à ce niveau-là. Voilà, donc c'est plutôt cool. Je reviens un petit peu sur ces invités que je veux amener. Si toi, tu as des idées d'invités, mais n'hésite pas à me les donner en fait. Tu peux passer par le formulaire que j'ai mis qui est présent dans la description un petit peu partout, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast ou encore les vidéos YouTube, les descriptions YouTube. Passe par pose ta question. Tu sais, tu peux mettre à l'arrache comme ça ta question. Oui, invite un tel. Tu mets son Insta ou tu mets même son numéro, son mail, et je me ferai un plaisir de faire ça. Si tu connais des gens dont tu veux connaître le détail, tu vois, même si c'est des potes, ça peut être des amis qui ont des destins incroyables, mais les infos, moi je vais les faire contacter, et si les profils sont intéressants, ce sera avec plaisir d'aller creuser. Si tu as envie de voir le type de questions que je vais poser à cette personne, si tu veux la challenger un petit peu, si tu veux connaître un petit peu, voir la manière dont elle va répondre, vas-y, mais c'est super intéressant, et comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure, on n'est qu'à une personne de la bonne personne. Ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie, oh là 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 là. J'ai une anecdote comme ça avec Gad Elmaleh, c'est la même chose. Pareil, je me mets à rencontrer des gens, et ces gens-là, en fait, vont tous dans le même secteur d'activité au bout d'un moment dans leur vie, et ils connaissent tous Gad Elmaleh. Et très rapidement, je suis à une personne de Gad Elmaleh. Pareil avec d'autres personnes, parce que quand tu es à une personne de Gad Elmaleh, du coup, tu es à une ou deux personnes d'autres mecs connus, et ainsi de suite. Et du coup, ça va vite. Tu vois, quand tu fais un graphique, tu te dis, tiens, mais attends, si lui, il est à une, et que je connais lui, je suis à deux de lui, il connaît tout le monde. Donc du coup, tu gagnes du temps. Tu te dis, mais attends, je suis vraiment très proche. Et là, ça t'ouvre d'autres sens, d'autres visions, d'autres façons de faire. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a moyen de finir le jeu et d'inviter à peu près qui tu veux dans ton émission. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que je vais réussir? On verra. Je pense que tu connais ma méta, tu connais ma façon de faire. Moi, je suis un TGV. J'y vais. Je ne me pose pas trop de questions. Tu vois, pas être là à me dire, oui, mais il est un peu connu, peut-être que... Non. On trouve le contact, on contacte. Et on verra bien, et on contacte, et on relance, et on relance, et on relance. Et j'aime beaucoup la loi des nombres. Je me dis que à partir du moment où tu es efficace dans tes relances, dans ton suivi, sur 200, admettons 200, 300 personnes connues, c'est un exemple, il y en a forcément une qui va être touchée par ce que tu fais en fait. C'est une question de chiffres. Si tu veux, 200 personnes ne peuvent pas te dire non. Il y a forcément un moment, à force de récurrence, tu as un timing.
T'as un petit moment de faiblesse de ah ouais, je vais donner de la force à ce truc-là, je l'ai jamais vu, j'aime bien. Ouais, il a une casquette, j'aime bien. Tu sais, sur un truc totalement négligeable. Il y a un détail qui va plaire et tu vas réussir à avoir quelqu'un de connu. Et puis après, quand tu auras quelqu'un connu, cette personne initiale, tu peux peut-être en avoir une autre. Puis une autre qui va amener une autre. Et là, tu commences le snowball de personnes connues. Tu vois, le petit effet boule de neige, j'ai réussi à en avoir un, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais le faire. J'ai aujourd'hui les capacités de relancer facilement. J'ai aujourd'hui un beau réseau aussi. Il y a beaucoup de gens à inviter. Et tu vas voir, il y a beaucoup de gens inconnus à inviter. Et pour l'instant, les meilleures histoires que j'ai pu entendre, c'est pas des gens connus. Donc on va voir. Écoutons, on va voir. Les destins incroyables en général sont plutôt discrets. On n'a pas souvent l'occasion de les raconter. Et après, je sais pas si toi t'aimes ce type de vidéo ou de podcast. Moi, ça me passionne de ouf. J'adore ce genre de truc. Et je trouve ça inspirant. Et en plus, je trouve que ça te donne des idées de ouf. Tu vois. Ça te donne tout le temps des idées de ouf pour optimiser ta vie, en fait. Je me suis rendu compte de ça, et je pense que ça, tu le vois quand tu passes du temps en groupe, en fait. Je vais te donner un exemple assez marrant. Il y a un truc que tu fais, par exemple, tous les jours. Je vais te donner un exemple super concret. Un truc que j'ai remarqué. Ça se trouve, ça te concerne. Et tu vois, question de loi des nombres, vu le nombre d'auditeurs qu'il y a sur ce podcast, ça concerne forcément quelqu'un. Okay, tu pars en groupe, avec des amis, en vacances, ce que tu veux. Et forcément, tu vois les gens se brosser les dents. Okay, globalement, je pense que je ne me trompe pas trop si je dis que tout le monde le fait tous les jours. Et je me suis rendu compte d'un fait assez marrant, c'est que moi, tout ce qui est brossage de dents, c'est un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu le sais, je compte vivre jusqu'à 100 ans. Et je sais très bien que si tu fais n'importe quoi avec tes dents, très rapidement, vers 50, 55, 60, 65, c'est la débandade. Il y en a une sur deux, c'est le Waterloo de l'orthodontie, tu vois. Donc il faut faire gaffe de ouf. Donc je fais gaffe de ouf. On est efficace. Fil dentaire, brossette, brossage de dents 3 fois par jour. Et il y a un autre truc que j'ai vu dans la vie, c'est que tout est expertise. Tout est à peu près expertise. Tu peux être très très bon dans la manière de te brosser les dents, tu peux être très très bon dans la manière dont tu utilises ton téléphone, tu peux être très très bon dans le montage d'un téléphone, tu peux être très très bon dans le fait de souder les composants d'un téléphone, tu vois, tout est expertise. Tu peux toujours creuser. Tu vois, là, on est sur un set on est sur un endroit, un studio de tournage. Tu peux être bon dans la lumière, tu vois, dans le modelage de la lumière. Tu peux être bon dans le fait de fabriquer les lumières, de comprendre comment les réparer. Juste le placement de lumière, le modelage, et tu verras, c'est ce que tu vois à la fin des films, il y a marqué directeur de la photographie. Donc, chef opérateur, c'est la personne qui s'occupe de mettre en place les lights. Le gars, c'est son poste. Mettre en place les lumières. T'as l'impression qu'il arrive, il déplie des lumières, il les pose, il dit c'est bon, fin de journée. Un setup lumière, facile, 4, 5 heures, 6 heures par set, facile. C'est un vrai job. Donc il y a une expertise de lumière. Et comme moi je m'intéresse à plein de trucs différents, la photographie, la vidéo, les automatisations, le sport, j'essaie de creuser à mort dans les domaines que j'aime bien. Tu vois, dans le sport, je vais aller chercher la biomécanique pour creuser, savoir quel move faire, pourquoi, comment, parce que c'est complexe tout ça, le corps humain. Mais quand tu creuses le corps humain, tu peux creuser également dans la musculation très profondément. La musculation t'amène la nutrition t'amène la récupération, et ainsi de suite. Et donc là, on est sur le brossage de dents. Il y a un niveau d'expertise dans le brossage de dents, et je me suis rendu compte, à force de faire des voyages avec des gens, des amis, proches ou loin, tu les vois se brosser les dents, et j'ai un constat un peu global, qui me fait beaucoup rire. Et en fait, vous ne savez pas vous brosser les dents. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que vous le faites tous les jours, mais que vous ne savez pas vous brosser les dents. J'ai vu des brosses à dents écrasées comme jamais. Les amis, une brosse à dents, ça se change souvent en fait. C'est pas une par an. C'est important de changer, c'est tes dents. Donc des brosses à dents écrasées qui vont dans tous les sens. Des mouvements, c'est ça que je préfère. Le mouvement de la brosse à dents en fait. C'est pas de la peinture en fait. Je vois beaucoup ce mouvement d'aller-retour haut en bas. Et je vais peut-être t'apprendre un truc aujourd'hui. C'est que tu vois le mouvement fait avec de l'expertise. C'est ça qui me fait rire. C'est que, effectivement, tu as l'impression que tu fais un haut en bas. Donc, ce qui fait que si tu frottes, tu fais haut bas, haut bas, haut bas, haut bas. Mais en fait, c'est pas ça le mouvement en fait. Tu vois, t'entends le bruit là ? Ça devrait pas faire ce bruit là. Parce que normalement, ta brosse, tu la poses en haut et tu descends. Tu vois ? Tu es censé faire pas. Tu vois, c'est tu poses en haut, tu descends, tu poses en haut, tu descends, tu poses en haut, tu descends.
Tu descends vers le milieu de ta bouche, vers l'entre tes dents. Tu vas vers le milieu. Et en bas, c'est la même chose. Tu prends du bas et tu remontes. Mais tu remontes pas sur les dents du haut, tu remontes dans le vide, au milieu. Tu vois, tu es censé enlever et ça peut pas faire ça. Mais effectivement, si tu le fais vite et que tu fais vite au bas, au bas, au bas, et normalement, quand tu remontes, t'es pas censé remonter parce que tu ne cales pas la bouffe dans les gencives, c'est pas le but. Effectivement, si tu regardes quelqu'un faire, t'as l'impression qu'il fait au bas, au bas, au bas. J'ai vu tellement de personnes faire ça. Peut-être que tu le fais. Mais c'est pas comme ça qu'on se brosse les dents. C'est pas bien fait. Tu mets au fond, tac, 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 tac. Et donc, c'est-à-dire que tu te décales légèrement à chaque fois. Tu vois, si tu prends le mouvement de côté, tu vois, si je te prends le mouvement de coupe, si toi tu regardes la vidéo sur YouTube, tu vois, les gens font ça. Hop. Mais normalement, ils sont censés faire hop, hop. Tu vois, et tu fais à chaque fois une petite courbe pour te remettre en haut. Tu te plaques à la dent, tu descends. Courbe pour te remettre en haut, tu descends. Et si tu le fais vite, tu vois, on a l'impression que je fais ça. Mais non, je fais pas de mouvement de haut en bas. Donc ça, premier point qui m'a beaucoup fait rire. Et le second, c'est les gens qui se brossent les dents avec une brosse à dents électrique, comme ils se brossent les dents avec une brosse à dents manuelle. Ça aussi, ça me régale. Alors, juste qu'on comprenne un peu le projet. La brosse à dents électrique, elle bouge toute seule, on est d'accord, c'est un outil. C'est un outil. Donc elle tourne. Ou elle fait des mouvements vers l'avant et vers l'arrière, ou vers le haut et vers le bas, ok. Laisse travailler l'outil en fait. Pourquoi tu te brosses les dents en mode manuel avec une brosse à dents? Ça va pas plus vite, c'est pas mieux fait. Je te donne l'équivalent, ce serait un peu comme utiliser une perceuse en faisant des mouvements d'avant en arrière. Tu fais pas ça en fait, normalement. C'est pas comme utiliser un pistolet à peinture pour peindre un mur et en même temps tu le racles sur le mur. Tu vois, tu fais des mouvements comme ça de rouleau alors que c'est un pistolet à peinture. Tu vois, tu prends ton temps, tu appuies sur le bouton, hop, tu vaporises, tu laisses travailler l'outil. Tu vois, t'es là. Magnifique. Pareil pour la brosse à dents électrique. On se brosse les dents, dent par dent. C'est pas spécialement plus long, mais c'est plus précis. Et je te donne un autre détail dans l'expertise dentaire. Sache que les dents ont plusieurs facettes. Tu vois? Donc quand tu te brosses les dents, c'est pas genre juste devant. C'est devant, un petit peu sur le côté. Je te parle de dent par dent. Tu changes un petit peu l'axe pour être sur le côté, un petit peu en haut, un petit peu sur la gauche, un petit peu comme ça. Et derrière, la même chose. C'est comme ça qu'on fait, ça va vite. Et là, t'es précis dans ce que tu fais. Donc ça me fait toujours beaucoup rire, les gens qui font nimp comme ça. Allez, on y va, on fait n'importe quoi. Essaye de regarder Du coup, prends un pas de recul par rapport à la manière dont tu fais les choses de manière globale dans la vie et tu verras que il y a parfois des petits défauts d'expertise comme ça que tu peux répéter pendant des années. Donc, je suis venu à ce sujet-là pour te dire que c'était intéressant de voir comment les gens utilisaient finalement leur corps et leurs idées dans leur vie pour optimiser ta vie. Et ça se voit beaucoup, donc je te le répète, en groupe ou en regardant d'autres humains faire ou en écoutant d'autres idées et d'autres vies d'humains. C'est pour ça que moi je trouve ça passionnant, parce que tu peux te dire « Oh le con, il utilise ça comme ça. Oh, bien joué !» Bien joué, putain, j'avais jamais pensé. Et du coup, ça génère des espèces de petites pépites, tu vois, de manière de faire. Et quand tu cumules toutes ces petites pépites, tu peux avoir le luxe d'avoir une vie basée sur des méthodes pépites. Tu vois, des gens qui ont cultivé pendant des années, je te donne l'exemple, le brossage de dents, et qui ont un mouvement parfait. Un jour, tu les vois faire, bam, tu prends le brossage de dents parfait chez lui. Ensuite, tu vas faire une séance de sport en groupe avec un mec que tu sais très fort en biomécanique. Il te montre tous ses étirements, tous ses moves. Tu te dis, oh, c'est trop bien. Hop, tu prends les pépites biomécaniques. Ensuite, tu vas passer du temps avec quelqu'un qui arrive à faire de la super cuisine. Tu te dis, ah ouais, tu fais chauffer les pâtes avant l'eau des pâtes. Mais c'est super intelligent, ça permet de gagner du temps. Et en plus, c'est mieux cuit. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pour imager. Hop, tu prends sa méthode. Et à la fin, toi, tu es le best-of de plein de méthodes stylées. C'est ce que je m'efforce à faire dans la vie. Et ça, j'ai jamais réussi à le retranscrire en vidéo. Je sais pas si j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais eu en tout cas l'idée de comment le retranscrire en vidéo. Mais moi, ma vie, elle est drivée par plein de petits moves comme ça. J'ai des niveaux d'expertise sur des trucs. C'est des détails, hein, mais c'est des choses que je répète tous les jours. Du coup, je vais être bon dans les petits détails de vie que les gens vont trouver insignifiants. Tu vois, par exemple, en organisation perso et j'ai une grosse expertise en non-oubli d'objets. C'est-à-dire que je n'oublie jamais mon téléphone, ça c'est facile. Je n'oublie jamais mes clés. Je n'oublie jamais mon portefeuille. Parce que j'ai développé des méthodes qui me permettent de ne pas les oublier. Peut-être que pour toi qui écoutes, pour certaines personnes, tu vas trouver ça mais hautement négligeable. Pour d'autres, je peux t'assurer qu'il y en a qui se sont dit « Ah, j'adorerais faire ça ». Moi, ça n'existe pas. C'est une variable qui n'existe pas. La dernière fois que j'ai oublié mes clés, j'avais 14 ans. C'est impossible.
Tu vois, quand un mec me dit « Ouais, j'ai claqué la porte et tout, mes clés sont dedans », je comprends pas le projet. J'ai pas compris. C'est-à-dire que tu es dehors, les clés sont dedans. Comment... Explique-moi. On t'a poussé dehors peut-être Non, mais le truc et tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la lumière qui s'allume. Tu vois, ils n'ont pas cette automatisation magique qui va leur permettre de ne pas être dans cette config. Et ça, c'est trop bien. Petite variable qui te permet d'arriver à ce skill-là d'expertise que j'adore, c'est le situational awareness. Alors ça, oh lolo, je trouve que c'est le truc qui fait la différence dans la vie à plein de niveaux. Le situational awareness, c'est le fait d'être conscient de son environnement et conscient de ce qui va se passer avant que ça se passe. Alors, c'est pas de la magie, je suis pas Spider-Man. Je te donne le cas de figure. C'est par exemple, tu ouvres la porte pour récupérer un colis près du postier. Ton chat sort. Quand tu n'as pas de situational awareness, tu cours après ton chat. Tes clés sont sur le buffet derrière toi, courant d'air, porte fermée, ça dégage. Quand tu as du situational awareness, tu as déjà, et en une fraction de seconde, et ton cerveau peut faire ça, tu as déjà la suite des événements. Tu sais très bien que si tu franchis ce seuil, là, ou si tu t'apprêtes à franchir ce seuil, en tout cas chez moi ça marche comme ça, dans ma tête il y a un ting, est-ce que tu as tes clés? C'est-à-dire que psychologiquement, la première chose à laquelle je pense quand je suis à 40 cm de la barre de seuil, c'est est-ce que j'ai mes clés? Donc ça me bloque, tu vois, je suis là, et pas les clés. Donc techniquement, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'a pas ce truc-là. Et là où c'est difficile et que c'est limite un truc de psychopathe ou limite un truc d'autiste, on ne sait pas trop, c'est que je l'ai sur plein de trucs en fait. Je l'ai sur plein de petits détails. Ce qui fait que j'arrive à avoir des exécutions un peu stylées, un peu parfaites sur plein de trucs. Pas sur tout. Je ne suis pas l'humain originel. Je ne sais pas tout faire parfaitement. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai aucun défaut et que c'est nickel. Mais je suis en train de te dire qu'en termes d'orga, de bioméca, de vision, de vie, c'est pas mal carré. Hein. J'aime bien, moi. J'aime bien pas oublier les trucs et ça te permet de ne pas avoir à y penser. Des espèces de réflexes. Tu vois, c'est devenu des réflexes un petit peu reptiliens, chelous, tu vois. Un peu comme quand tu reçois quelque chose, tu vois, le réflexe de te cacher ou de fermer les yeux. Bah, moi, j'ai le même avec la porte. J'ai le même avec mon portefeuille. J'ai le même avec mon téléphone. J'ai le même avec plein de choses. Et quand tu comptes ça, quand tu prends ça à l'échelle de la vie, tu te dis, ouais, parfois, bah, ça peut te sortir de plein de situations, tu vois. Tu vois, c'est pas genre tu prends un taxi pour aller travailler ailleurs, tu t'as oublié ton ordinateur portable. C'est pas genre tu prends ton taxi pour aller à l'aéroport, t'as pas ton passeport. Tu vois, moi, c'est des configs de vie, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. J'ai toujours cette petite alarme qui me dit checklist, tic, 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 tout est bon, on y va. Je voyage pas jusqu'à Los Angeles et arrivé là-bas, j'ai pas la clé du cadenas de la valise. C'est impossible. C'est impossible. En termes d'orgas, c'est pas possible. C'est une dinguerie de faire ça. Je trouve ça fou. C'est inconcevable. Tu vois, ça m'arrasse. C'est tellement impossible que ça m'énerve. Je me dis, mais attends, mais quoi? Quel âge as-tu? Pour moi, c'est un truc d'enfant de faire ça. Il y en a plein qui sont plus vieux hein, et qui ont encore ces soucis-là. Mais franchement, je vous juge un peu. Je devrais peut-être pas. Hein. Mais moi, j'ai cette vision-là. J'aime bien l'organisation. J'aime bien quand c'est carré. Et j'aime bien profiter des moments sans m'embêter. Et je trouve que l'orga, c'est la base. Et j'ai trouvé une phrase il n'y a pas longtemps qui finalement résume un peu tout ça. Elle est en anglais, donc je vais te la dire en anglais avec mon accent incroyable. C'est You do anything like you do everything. J'ai trouvé ça tellement parlant. Elle est tellement nette. You do anything like you do everything. Tu fais les choses simples, si je te fais une traduction un petit peu plus poussée, donc quasiment rien, hein, comme tu fais tout. J'ai un cas concret. Il n'y a pas longtemps, j'ai recontacté un ami, parce que ça reste un super ami, que je sais très désorganisé, et que j'ai à cœur de faire bosser avec moi sur certaines missions. On a déjà essayé à plusieurs reprises, et ça a toujours été une catastrophe, parce que défaut d'organisation, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il fait de la merde. Voilà, ça a toujours été compliqué. Il a du mal à respecter les horaires, il oublie des trucs. Chiant, franchement chiant. Et il n'y a pas longtemps, il y a une semaine en fait, je lui ai reproposé une mission. Je lui ai dit, écoute, là on a un nouveau truc spécifique et ça tu peux t'en charger. Et il m'a répondu, ok top, je te réponds à 13h. Il m'a dit ça il y a 7 jours. Peut-être qu'il est sur une horloge un peu plus lente que la mienne, mais j'en doute. Jusqu'à preuve du contraire, on est sur le même fuseau horaire. Donc normalement, voilà. Et là, je me suis rappelé de cette phrase que j'avais apprise donc, juste avant. Et je me suis dit, putain, mais c'est tellement vrai. Elle résume tellement ce gars-là et tellement beaucoup d'humains. You do anything like you do everything. C'est exactement ça, gars. C'est-à-dire que si tu sais même pas gérer le fait d'envoyer une réponse à l'heure, comment je peux te confier une mission?
C'est un tel mauvais signal, comme arriver en retard à un entretien d'embauche. Si tu n'es même pas capable de faire coordonner ton emploi du temps à l'heure qu'on t'a imposée, comment tu peux oser nous demander du taf? Comment tu peux oser croire qu'on va te faire confiance? Comment tu peux oser croire qu'on va te confier ne serait-ce que 1% des responsabilités du poste? On ne peut pas. Parce que déjà de base, you do anything là, un truc nul comme d'arriver à l'heure ou d'envoyer une réponse, ou au moins de rappeler pour dire désolé, tu le fais aussi mal que le reste que tu vas potentiellement faire. Donc c'est mort. Bien sûr, je ne l'ai pas relancé, ça reste un frérot, mais j'ai pas eu de réponse. Je regarde, ça serait super drôle qu'il m'ait envoyé une réponse là tout de suite. Non, il me répond toujours à 13h. Écoute. Fabuleux. Bon, il attend peut-être qu'on soit 13h. Ok ? Phrase de ouf qui permet de gagner du temps. Et je me suis rendu compte du coup que, tu vois, même si tu as pu me prendre pour un ouf sur ce que je t'ai dit avant, quand tu corriges et quand tu amènes de la qualité dans tous tes petits anything, tes everything peuvent être plus grands aussi. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est vrai que ça, je l'ai remarqué petit à petit quand même. Hein. Plus tu ranges, plus c'est carré, plus c'est orga, plus c'est précis à petite échelle, plus tu peux te permettre d'être précis à grande échelle. Et en fait, tu peux empiler. Parce que mine de rien, tu vois, un gars qui arrive à être parfaitement organisé, qui est carré, on va mettre un peu de perso là-dedans, qui est carré, qui sait ce qu'il fait, qui est précis, qui fait un peu de business, qui a des ambitions, ça devient un bon parti, tu vois. Ça devient un gars dont une femme pourrait facilement rêver. Essaie de repenser aux reproches qui sont faits aux gars en général. Ouais, je te parle des reproches à la con. Il descend pas la cuvette, il range rien, il fait pas le ménage, il jette ses habits par terre. Et c'est quoi la réponse des gars souvent? C'est ouais, j'y pense pas. J'y pense pas, je fais pas attention. Désolé. Il pense pas spécialement à moi, il est pas précis, il est pas romantique, il est pas tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est des détails de vie que tu peux contrôler si tu es organisé, en fait. C'est-à-dire que si tu as moins de merde à gérer dans ta tête, pardon pour la vulgarité, si tu as moins de choses à gérer dans ta tête, tu peux penser à tout ça. Parce qu'en général, la réponse de ces mecs-là, c'est « Ouais, mais j'ai d'autres choses à penser. » Oui, mais ça, c'est la conséquence que tu aies d'autres choses à penser. Mais la cause, c'est quoi la cause? C'est ta désorganisation, peut-être. C'est-à-dire que tu as certes des choses à penser, mais en termes de cause, est-ce que ce serait pas la manière dont tu as rangé ton tiroir, en fait, finalement, dans ta tête, dont sont rangés tes tiroirs? Parce que bien souvent, les mecs qui te disent ça, excuse-moi, c'est même pas des gens qui ont des entreprises à gérer ou des gens à gérer, tu vois. Ils ont juste une vie, c'est tout. Très mal organisée. Comme beaucoup de gens, pas organisés. Ils savent même pas ce que c'est l'organisation. Donc en fait, ça peut être des super bonnes personnes qui pourraient, avec plus d'organisation, être incroyables, mais ils déglinguent leur potentiel à cause de la désorga. Et je pense que j'ai assez rapidement appris que ça, l'organisation, c'était ultra fort dans ton perso et ultra fort dans ton pro. Et les deux, comme je peux te le répéter souvent, sont combinés en fait. C'est super combiné. Donc tu peux être meilleur dans la gestion de tes relations perso en améliorant des petites choses, ce qui va te permettre d'être meilleur dans la gestion de tes relations professionnelles. C'est quelque chose que je répète en plus souvent en coaching, ça. Et je dis attention, on va modifier des choses, mais tu vas voir, on va bouger ton perso. Et attention à maîtriser ton pro, parce que si ça va pas bien, tu vas abîmer ton perso. Pour X ou Y raison. Les défauts de facturation, tu as du mal à signer, c'est difficile, les clients, blablabla, ça t'énerve, boum, t'éclates ton perso. Ton enfant qui te parle un peu fort, bam, tu l'envoies chier parce que t'es déjà vénère. Tu lui parles, t'es déjà à 70% d'énervement. Il te rajoute les 30% qui manquent, t'exploses. Est-ce que lui, c'est de sa faute si t'es déjà rempli à 70? Bah non, c'est à droite là. C'est là que t'as pas géré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qui a foiré de ce côté-là? Ta gestion peut-être. Pourquoi le mec, tu l'as pas signé là? Est-ce que c'est parce que tu sais pas parler? Est-ce que c'est parce que vraiment c'est une sale personne? Ou c'est parce que t'as pas fait le travail de lui apporter de la valeur avant? Pourquoi il signe pas? Est-ce que c'est une question de prix? Vraiment? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas compris que tu étais la bonne personne? Pourquoi il n'a pas compris que tu n'étais pas la bonne personne? Est-ce que tu lui as démontré? Est-ce que tu as préparé des éléments pour lui démontrer? Est-ce que tu as fait l'effort de lui démontrer? Est-ce qu'il a entendu? Comment tu lui as transmis? Est-ce que tu lui as transmis? Est-ce que tu as le niveau? Est-ce qu'il ne faut pas te former un peu? Tu vois, tu déconstruis comme ça, et au lieu de rester positionné à chaque fois à la fin, donc sur la conséquence qui est « j'ai pas signé cette personne »,
Tu reviens à l'initial, tu vois, tout au début, tu dis, tiens, la cause, en fait, c'est moi, là, pour le coup. Et si je ne l'ai pas signé, c'est parce que je suis peut-être insecure, donc je ne suis pas en sécurité dans ce que je fais, par rapport à plein de détails. Parce que j'ai peut-être zappé quelques étapes, tu vois. Parce que le perso, peut-être. Mais est-ce que ton perso, il est organisé? On en revient là. Donc, certes, image un peu de psychopathe de dire ça, et je suis OK avec, ça ne me dérange pas, d'avoir des petits détails, blabla, de penser au machin, d'être organisé. Ça peut paraître très psychorigide, mais je peux t'assurer qu'à vivre, oh lolo, c'est plaisant. Hein. Parce que tout ce que je suis en train de te dire là, c'est lié à tout. Moi, quand je vais me coucher, je suis zen, ma tête elle est vide. Tout est géré, tout est organisé, la journée elle a été pliée avec des to-do. Tac, 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 tout est rempli. Tout ce qu'il fallait déléguer a été délégué avant, en début de semaine. C'est parfait. C'est top. Il y a une petite rectification à faire, mais c'est OK. Et il y a une grande différence entre jouer au relais toute la journée, tu vas à gauche pour aider ton employé de gauche, tu vas à droite pour ton employé de droite, tu vas devant pour ton perso, tu pars en arrière parce qu'il y avait une soirée, t'as pas noté, t'as un voyage après, faut que tu fasses tes valises, mais c'est pas en gars, tu repars en arrière, hop, demain il y a l'aéroport, tu te lèves tôt, oh mais il y a le client numéro 1 qui revient, boum, après hop, tu fais ton appel devant, tu mets à droite, hop, après on repart devant, hop, tu pars, t'arrives à l'aéroport, putain, j'ai pas le passeport, on repart en arrière, j'ai oublié le passeport, t'as payé 2 fois la course, le passeport, tu le prends, tu repars. Conséquence, quand tu vas raconter, tu vas dire, oh, il m'est arrivé une galère, j'ai oublié mon passeport et le bordel, etc. T'es super stressé, tu ronges tes ongles, t'as des cheveux blancs alors que t'as 30 ans. Compliqué. Et tu dis, ouais, c'est le business, c'est la vie, ouais, c'est dur tout ça. Conséquence, mais la cause, c'est que rien n'est optimisé en fait, et que tu cours après le temps. C'est ça la cause. Je peux te donner une autre version qui est super pratique. Avoir une checklist de voyage, avoir des employés efficaces, les former correctement, avoir des to-do, que ce soit une to-do perso, une to-do professionnelle, que des choses qui sont faciles à mettre en place. Hein. C'est pas très compliqué d'avoir une checklist de voyage. T'as pas d'idée, demande à ChatGPT. Dis-lui, liste-moi les éléments qu'il faut pour mener à bien un voyage à Los Angeles. Il va te dire ton passeport, ton truc, tac, tac, tac. Je pars 7 jours. Dis-moi ce qu'il me faut à peu près, comme habit, d'après ce que tu sais. Il faut ça, ça, ça et ça. Ok. L'autre côté, to-do perso, faire ta valise, pas 2 jours avant. 1 semaine avant, ça t'es tranquille. Et là tu réfléchis, ouais mais si je fais ma valise 1 semaine avant, j'ai pas de valise. Ah voilà, commande ta valise sur Amazon alors, ou va la chercher à côté. Boum, tu te fais livrer, t'avances. To-do professionnel, est-ce que tu gères tes projets? Est-ce que tout le monde a sa to-do pro dans tes projets? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire? Si 2 semaines avant, c'est fait et que c'est noté, et que tout est assigné, lui il fait A, lui il fait B, lui il fait C, t'as pas besoin de courir après les clients. Juste tu les tiens au courant. Est-ce que vraiment tu as encore besoin d'aide? Tu peux avoir une assistante, il y en a plein. Des gens incroyables qui t'aident. Tu la tiens au courant. Elle s'occupe de gérer tes contacts, elle s'occupe de gérer ce qu'il faut. Et si vraiment, il y a des gens qui arrivent jusqu'à toi, et ça sera toujours le cas, parce qu'ils ont ton numéro direct, prends-les. Mais tu passes de quelqu'un qui oublie les machins, qui n'a pas de checklist, qui court dans tous les sens, à quelqu'un de détendu. Ta valise est prête, le jour du départ c'est OK. Tu regardes une ultime fois ta checklist de voyage, il y a marqué passeport. Tu prends ton passeport, tu coches passeport, tu mets ton passeport sur toi. Si tu achètes de l'awareness, on ne repose jamais un passeport qu'on a récupéré juste avant, on le met sur soi. Si tu n'as pas de quoi le mettre sur toi, tu le gardes dans ta main, tu prends une petite besace, une banane, ce que tu veux, tu le mets dedans. À partir du moment où tu es en voyage, la petite lettre qui s'allume dans ta tête, c'est « mes papiers sont sur moi ». Très simple, ça doit te trigger. Ta besace, dès que tu sors ton password, ça te trigger. Que tu sois... ça te déclenche, ça active un truc. Que tu sois en train de passer les contrôles, que tu sois en train d'envoyer un message, ce que tu veux, ton passeport doit rester dans ta besace, sauf si on te le demande, ou dans ta poche, ou où tu veux. Mais il doit être là. Il doit être là. Moi, quand je passe les contrôles à l'aéroport, dès que le passeport il est dehors, je suis connecté. Je peux plus rien faire d'autre que rester concentré sur la position du passeport. Il est là, je le donne, je passe les contrôles. Les contrôles. Est-ce que j'y vais jean, bag, Santiago? Non, j'ai déjà anticipé dans ma checklist de voyage, c'est noté. Jogging, rien avec du métal dessus. T'anticipes pour rendre plus simple. La manière dont les vêtements sont rangés dans la valise, ça va, j'ai pas besoin de trop moduler, c'est assez simple. Mais j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler pendant le voyage. Il va où? Il va pas dans ma grosse valise pour que j'ouvre la grosse valise en plein milieu de l'aéroport. Non, c'est optimisé. Ça va du bon côté de la valise qui vient avec moi dans l'avion, hein, qui vient en bagage main, bagage cabine,
La valise, elle est séparée en deux. À gauche, une partie de vêtements. À droite, tout le matériel dont j'ai besoin pour le voyage. Et ça va vite. Tu arrives dans l'avion, tu dégaines, tu poses. Je pourrais même aller encore plus loin et trouver une valise qui me permette d'accéder à l'intérieur sans l'ouvrir. Ça serait vraiment le mieux. Tu vois ? Tu peux empiler des machins comme ça. La valise, est-ce qu'on se fait surprendre avec un excédent de poids ? Évidemment que non, parce qu'on la pèse avant de partir, on n'est pas teubé. Que des petits détails comme ça. Et quand tout est prévu à l'avance, comment ça fait du bien, tout glisse. Tu peux même aller jusqu'à prévoir ta commande de taxi à l'avance. Comme ça, tu sais à quelle heure tu pars. Boum, le gars, il est là. Tu donnes ta valise, il la charge, ou tu la charges toi-même si ça te fait plaisir. Tu montes, tu arrives à l'aéroport détendu. Tes billets sont déjà sur Apple Card, Apple machin, là. Tu appuies 2 fois, comme quand tu fais apparaître tes cartes bleues, sauf que là, ça fait apparaître ton billet. Tic, tu retires tes machins, tu mets ton étiquette toi-même, ou tu la fais mettre par un employé de chez Air France ou de la compagnie que tu veux. On avance, tu passes tes petits contrôles, passeport, besace, activation situational awareness. Tiri, merci monsieur, tu sonnes pas parce que pas de boucle de ceinture, pas de Santiago, on n'est pas des cow-boys. T'avances, tu récupères ton truc, t'attends ton avion, tu vas directement près de la bonne porte parce que t'as les infos. T'as repéré l'écran, tu t'assieds dans l'axe pour avoir l'écran. Être connecté, l'écran des voyages, tu vois, tu te mets pas à 100 km isolé pour avoir le risque de rater l'avion. Toujours pas. T'es optimisé dans ta manière de faire. Boum, on t'appelle, c'est la gate 1, 2, 3, ça dépend quel type de billet t'as pris. T'y vas, tu montes ton boarding pass, tout est bon, t'as tout sur toi. Tic, on scanne, tu rentres dans l'avion, tu sors ton ordi, les trucs dont t'as besoin pour le voyage, tu poses sur le fauteuil, tac, tu fermes, tu mets ça en haut, tu t'assieds, voyage, on est parti. Hop, t'arrives là-bas, tu fais l'opération inverse, on range, on avance. C'est parti, détendu, zen. Et quand tu arrives à tout gérer comme ça, c'est terrible. Tu peux gérer une quantité de choses incroyables. Je pense que je pourrais faire une formation de 20 heures sur l'organisation, tellement ça a changé ma vie. Waouh, j'en parle quasiment tout le temps, parce que c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Là, en ce moment, pour te donner les choses que je fais en même temps, j'ai créé un livre, je fais les travaux d'un studio de podcast, j'ai une boîte de conseils, j'ai je ne sais pas combien de clients en même temps, je fais du coaching, je m'entraîne tous les 2 jours à la salle de sport, je mange bien, je fais des nuits de plus de 8 heures. Suis-je un surhomme ? Non, mais c'est rangé. J'ai le temps d'être spontané, j'ai le temps d'avoir un perso de qualité duquel je prends soin depuis des années, et tout va bien. Et c'est cool. Et on peut empiler encore et encore, tranquillement. J'ai le temps de prendre des appels, j'ai le temps de me former, j'ai le temps d'apprendre de nouvelles choses, j'ai le temps de regarder des films quand j'en ai envie, j'ai le temps de jouer, parce que j'aime bien jouer. J'ai le temps, parce que c'est bien rangé tout ça. Vraiment, c'est important. Donc si dans ta vie, t'as pas le temps, concentre-toi un petit peu moins sur la conséquence et essaye de checker la cause. Merci encore pour ton écoute. Comme d'habitude, si tu as une question, n'hésite pas à la poser via le petit formulaire qu'il y a en dessous dans la description qui s'appelle « Pose ta question ». Tu peux également rejoindre la communauté de salariés provisoires. On est en train de changer de plateforme, mais ne t'inquiète pas, ne t'embête pas avec ce détail. Tu cliques et dans tous les cas, tu arriveras au bon endroit et on pourra se retrouver, on pourra se parler directement. Troisième choix que tu peux également activer, c'est laisser tes infos afin d'être informé du prochain bootcamp physique, si tu veux qu'on puisse se voir en vrai et qu'on parle business pendant toute une journée. Ce sera avec plaisir. Je te dis donc bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu regardes ou tu écoutes cette émission. À plus.